Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Voyons ce que réserve 2026. Eh bien, le début est assez... Disons que c'était un petit peu inattendu, un peu brusque, surtout pour le président vénézuélien, qui du coup n'est plus vraiment le président, hein, j'imagine. Vous avez suivi ça, je vais pas aller dans le détail, mais les États-Unis qui ont fait une opération militaire contre le Venezuela. Du côté du marché crypto, il n'y a pas eu d'impact, même au contraire ces derniers jours, ça respire un petit peu. Après, va falloir forcément évaluer et surveiller cette situation. Trump menace à tout va, que ce soit le Mexique, Cuba, la Colombie, le Groenland aussi, hein, il a même parlé de l'Iran. Je me souviens de l'année dernière, la grosse histoire, la grosse comédie, le gros bordel aussi. C'était autour des tarifs douaniers, cette fois-ci, espérons que ce soit pas autour de la guerre, ou plutôt des guerres. En tout cas, j'ai remarqué aussi une petite déclaration de Trump qui peut avoir son importance concernant les marchés financiers et les marchés tradis. Cette phrase-là, « Nous allons faire couler le pétrole comme il se doit », lance Donald Trump, qui ajoute que les États-Unis vont reconstruire le Venezuela. Ce qui est important, ce sont les chiffres, les faits. Regardez ce qui se passe. Ça, ce sont les baleines. Sur novembre, et on va dire jusqu'à fin novembre, ça a déchargé comme jamais. Donc je pense que les baleines, même des très très gros investisseurs de long terme, se sont dit, bon voilà, on va préserver nos plus-values autour de 100 000. Ça a vendu, ça a continué à vendre, mais de moins en moins. Et regardez ce qui se passe, c'est impressionnant, c'est autour du 20. Donc autour du 20 décembre, il s'est passé quelque chose. Et ça sert à rien de chercher les raisons, ce qui est important, ce sont les faits qu'on voit sur les données on-chain. Les baleines sont de retour. En général, quand vous avez une grosse décharge de baleines et ensuite un retour, vous allez voir, la dernière fois, ça fait 109%. Pourquoi pas? Effectivement, regardez, décharge de baleines. Quand les baleines reviennent, en général, c'est pas trop mal. Grosse décharge, tout le bear market. Et à un moment donné, ça recharge. À chaque fois que les baleines rechargent. Donc là, la question à 1,7 milliard de dollars, c'est quid de la suite? Cet indicateur me rend plutôt optimiste. Et donc, ouais, tu parles de la reprise un peu haussière. Ne nous emballons pas. C'est encore très court terme. Mais oui, un petit rebond, ça fait plaisir. J'ai vu quelques millions de liquidations, si je me trompe pas. J'avais vu ça tout à l'heure. Sur 4 heures environ, il y avait eu 300 millions de dollars liquidés sur le marché des cryptos. Depuis, là il est 21h, depuis 14-15 heures, si je compte bien, vu qu'on a une petite correction. Donc on voit que dès que on a un petit mouvement haussier, les gens commencent à racheter, à mettre du levier, etc. Vu qu'on revient juste sur les niveaux d'il y a quelques jours et on liquide 300 millions. Donc bon, les gens n'apprennent pas. Les gens n'apprennent pas, ils font du levier sur levier. Parler de Walmart. Et d'ailleurs, c'était une petite activité qu'on avait parcourue il y a maintenant des années d'ici, qui avait créé beaucoup de hype à l'époque. Mais maintenant, c'est une chose, au final, en fait, quand c'est une réalité, c'est une réalité. On a donc Walmart début 2026 qui accepte le Bitcoin et Ethereum via son application OnePay, en partenariat avec Zero Hash, étendant donc un service lancé fin 2025. Les paiements se convertissent automatiquement en dollars à la caisse via la fonctionnalité OnePay Cash, ciblant donc 150 millions de clients hebdomadaires aux États-Unis et internationaux pour réduire les frais de change. Cela prolonge l'acceptation du Bitcoin au Salvador depuis 2021. Le système repose donc sur une garde centralisée par Walmart et Zero Cash sans support de wallet externe. Cette intégration facilite les paiements crypto en retail pour 1 milliard de clients mensuels mondiaux. Elle critique toutefois la centralisation, éloignant donc des principes de self-custody du Bitcoin, mais marque tout de même une adoption vers l'adoption mainstream. Ça arrête de parler pour rien dire, même s'il y a de la centralisation derrière, c'est quand même une acceptation pour notre Saint BTC et ETH, qui fait plaisir, hein. On peut parler d'adoption avec un grand A. Maintenant, le point crucial que beaucoup ratent, c'est que ce qui fait monter Bitcoin aujourd'hui, c'est pas le retail qui revient en masse sur Binance avec sa carte bleue, c'est plus une demande silencieuse institutionnelle. Les ETF Bitcoin absorbent plus de BTC que les mineurs n'en produisent chaque jour, et c'est comme si quelqu'un vidait le stock d'un magasin pendant que les étagères se remplissent au ralenti. Résultat, le prix monte, mais les volumes spot restent étonnamment faibles. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Ça veut dire que le mouvement est réel, mais qu'il est fragile.
C'est pour ça que la zone des 100 000 $, elle est si dangereuse. Pas parce qu'elle est magique, mais parce que c'est là que les émotions explosent. Pour certains, ça sera le début du vrai bull run, et pour d'autres, ce sera l'endroit parfait pour piéger les retardataires. Et pour comprendre ce débat, il faut revenir à ce que 2025 a réellement changé. Car oui, l'année dernière, le marché a changé de nature. Avant, Bitcoin, c'était un peu comme une soirée étudiante, beaucoup de bruit et d'émotions, et dès que quelqu'un criait bull run, tout le monde se ruait au bar. 2025 a transformé ça en salle de conseil d'administration. Beaucoup plus ennuyant avec les ETF qui ont ouvert la porte aux institutions et eux ne sont pas là pour jouer mais pour allouer du capital. Résultat, Bitcoin n'est plus seulement un actif spéculatif, c'est devenu un actif macro. On est parti très très fort en début d'année avec voilà plein de choses, un top marqué par le fameux président des États-Unis qui a lancé son token. Et après, entre un contexte macro un peu plus délicat avec les tarifs, etc., de suite, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Et finalement, oui, on a fait un ATH, mais derrière, il y a eu une volatilité extrême et tout le monde s'est fait déchirer, hein, que ce soit les fonds d'investissement, à nous, le retail, quoi. Donc, ce qui est intéressant de regarder, si on regarde vraiment l'aspect institutionnel, on a eu énormément d'inflows au niveau des ETF. Ceci dit, une partie de ça avait déjà été pricée en 2024 parce que ça avait déjà commencé à ce moment-là. On a quand même eu, si on regarde sur Bitcoin, plus de 880 milliards de volume cumulé. Donc, c'est quand même plus de 37% par rapport à 2024. Les ETF Ethereum et d'autres, on a eu l'ETF Solana qui est arrivé aussi plus récemment. Donc ça, c'est quand même des facteurs très intéressants. On voit que c'est des actifs qui attirent les gens, du moins les institutionnels. Donc ça, c'est clair qu'on a eu du volume, plus de volume qui est arrivé sur ces actifs-là. Pareil au niveau des Digital Asset Treasuries, qui a été une des grosses trends de 2025, menée par MicroStrategy. Une autre évolution que je trouve intéressante, ça se passe du côté de Morgan Stanley. Morgan Stanley avec plus de 1600 milliards de dollars sous gestion, énormément d'argent. Morgan Stanley a déposé aujourd'hui un formulaire S1 auprès de la SEC pour lancer son propre Bitcoin Trust. Pour faire très simple, eux aussi veulent leur part du gâteau. Pendant des années, pour les plus anciens, vous allez confirmer ce que je vais dire, mais pendant les années, il y a tout un tas de grands gestionnaires qui regardaient BlackRock et qui regardaient les autres fonds en se disant que le Bitcoin était juste une bulle passagère. Le résultat, ils y allaient pas vraiment. Et pourtant, les choses sont en train d'évoluer. À la fin de l'année dernière, Vanguard, lui aussi, s'est manifesté. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que même si le Bitcoin a sous-performé l'an dernier en termes de prix. Autre information, à partir du 5 janvier 2026, Bank of America franchit le cap symbolique dans l'adoption des actifs numériques. Ses conseillers en gestion de fortune peuvent désormais recommander une exposition aux crypto-monnaies avec une allocation pouvant aller jusqu'à 4% du portefeuille selon le profil de risque. L'annonce intervient dans le cadre du fait que le Bitcoin évolue autour de 92 000 $ et rappelle que malgré la normalisation agressive du secteur, la volatilité reste au cœur de l'équation. C'est une allocation réglementaire, une allocation plafonnée à 4% via les produits régulés. Le représentant Richie Torres propose une loi pour interdire aux responsables fédéraux d'utiliser des informations internes sur les marchés de prédiction. Cette initiative fait suite aux paris liés au Venezuela qui ont soulevé de sérieuses inquiétudes. Et oui, vous le savez, il y a eu des sites de paris qui proposaient effectivement de parier sur le fait que Maduro allait être capturé, par exemple. Eh bien, il y a des personnes qui avaient parié à l'avance et qui ont eu forcément des gains. XRP, très peu en parlent, mais il n'y a eu que des inflows. Il n'y a pas eu de vente du tout depuis le début. Les volumes baissent. Ils ont acheté toute la baisse. Ils continuent à acheter la hausse. C'est une très bonne nouvelle pour XRP. On va aller voir aussi. Gros niveau de breakout. Donc, au niveau des volumes, on retrouve, je trouve que les affaires reprennent. 60 milliards, c'est énorme. Toujours au-dessus de 50 milliards, c'est beaucoup. Gros volume sur Ethereum et nouveauté de 2026. XRP revient en force. Solana juste derrière. Voilà. XRP Solana de retour. Après, on voit que sur la semaine, on commence à faire des performances plutôt sympathiques pour tout le monde. Maintenant, sur une petite prédiction, attention, concernant le XRP, certes, mais cette prédiction, elle est faite par Grog. Et voilà, on va voir un petit peu ce que l'AI d'Elon Musk va nous dire.
Le 6 janvier 2026, Grog répond sur les réseaux sociaux à XRPL Dex First Ledger. Je vous en ai parlé. C'est le premier DEX concernant les mêmes coins justement sur l'écosystème XRPL, donc Ripple, en suggérant un prix hypothétique de $10 pour le XRP fin 2026, illustré par une image éditée. De $2 à 12 centimes, de $2, c'est ça, à $10. Cette réponse fun devient virale dans la communauté XRP alors que le token performe bien ces derniers jours. Par quand même une petite hausse de plus de 25% sur les 7 derniers jours, surpassant Bitcoin et Ethereum. Grok clarifie le caractère spéculatif et accepte un pari de $100 en BTC contre un utilisateur. Un autre prix de $10 impliquerait une capitalisation supérieure à 600 milliards de dollars, dépassant Mastercard ou Bank of America. Et ce qui est, à mon sens, totalement logique, les gars. Enfin, logique, c'est pas ça que je voulais dire. Ça me semble totalement jouable. Sur le long terme, c'est adoption avec un grand AI. Alors, j'ai parlé des stablecoins en intro, j'ai parlé des stablecoins il y a quelques minutes, parce que les banques font des pieds et des mains pour essayer de ici agir sur le Genius Act. Genius Act, ça a été validé, c'est sur le de passer en action dans peu de temps. C'est la loi qui permet de pouvoir créer des stablecoins aux USA assez facilement. Je rappelle que le business stablecoin, c'est excessivement rentable. Globalement, vous émettez $1 qui va être numérique contre $1 réel qu'on vous donne. Ce dollar réel, vous avez le droit d'aller le placer dans de la dette américaine qui vous rémunère entre 3 et 4%. Donc globalement, vous gagnez sans rien faire 4% à l'année. Oui, c'est vraiment très très rentable et c'est surtout sans aucun effort. Pour en revenir au DCA, j'en entends toujours parler, c'est systématique pour acheter des cryptos, acheter quoi que ce soit, mais rarement, voire jamais pour vendre. Parce que oui, ça marche dans les deux sens. On peut faire un DCA pour accumuler, mais on peut faire aussi un DCA pour délester ce qu'on a acheté. Attention, si vous faites un DCA sur une plateforme centralisée comme Kraken et que vous échangez vos bitcoins contre des euros, va falloir passer par la case imposition. Et déclarer ses plus ou moins values, c'est chiant, on va pas se mentir. Donc si vous voulez vraiment sortir du marché, ce sera obligatoire de déclarer. Enfin, si vous voulez rester dans les clous, bien évidemment. Heureusement, en France, il y a quand même un gros avantage, et c'est le cas aussi dans la plupart des pays du monde, c'est qu'on peut échanger du Bitcoin, n'importe quelle crypto, contre des stablecoins. Et le gros avantage des stablecoins, c'est qu'il ne déclenche pas l'imposition. Et ça, c'est parfait pour ceux qui veulent rester sur cet écosystème, mais qui ont envie de se dérisquer un peu, ou qui ont envie de sortir pour rentrer plus tard. Enfin, il y a au moins 1001 raisons de vendre, vous avez compris l'idée. Donc, ensuite, pour STM, il faut quitter la France, sinon génial. Mais écoute, déjà, gagne de l'argent. Non mais c'est trop marrant. Après, tu t'en fiches, c'est-à-dire que, tu vois, ne te dis pas, ouais, je vais payer des impôts, c'est pas top. C'est-à-dire, c'est un faux problème. Si tu es très très bon, tu sais, moi, à Dubaï, il y a un mec qui s'appelle Vincent d'ailleurs, c'est un très bon trader. Et le mec, en fait, il était très bon. Et ensuite, il s'est installé, il a fait son trading. Et ce que je veux dire, c'est que si tu es bon, tu t'en fiches. Ou tu peux même le faire en France, tu crées une boîte. Ça, c'est secondaire. En fait, encore une fois, beaucoup de gens se focalisent sur les problèmes. Focalisez-vous sur les solutions. D'accord ? Quand tu te focalises sur les problèmes, tu fais rien. Tu es paralysé. À l'aéroport de Toulouse, la douane recherche quelque chose de bien précis. De l'argent liquide avec vous ? Oui. Quel montant vous avez ? 250 €. On va vérifier votre sac, s'il vous plaît. Souci. On va se mettre ici. Cette voyageuse, qui part pour Oran, en Algérie, déclare quelques centaines d'euros. Mais au moment du contrôle... 6 000, je m'excuse. Oui, c'est pas la même chose, madame. Rien d'illégal de la part de cette voyageuse et pas besoin de déclaration en dessous de 10 000 €. Mais en France, quand on voyage avec de l'argent ou quand on le dépose à la banque, il faut pouvoir justifier de sa provenance. Le but du contrôle est de vérifier les flux financiers entre la France et des pays qui sont non membres de l'Union européenne, voir si les personnes qui transportent l'argent ont des justificatifs sur les sommes qu'elles transportent, et si elles dépassent le seuil de 10 000 €, si elles ont bien répondu aux obligations déclaratives. Des contrôles, pas toujours appliqués dans certains pays, notamment au Maghreb ou aux Émirats arabes unis. De l'argent gagné illégalement en France peut y être déposé sur des comptes. C'est ce qu'on appelle faire du blanchiment. Ça, c'est le pass VIP, c'est ça ? Ouais, le pass VIP, tu as accès à tout. C'est pas compliqué. Ça, c'est 120 €.
Ouais, Et jeudi, là, vendredi, la samedi, soirée dimanche. VIP le jeudi, c'est là où ce sera un entre guillemets petit comité. Et après, tu as accès. C'est quoi ça, levrette café? Ah, tu sais que je découvre en même temps. C'est quoi ça, levrette café? En gros, alors par contre, juste le jeudi soir, à tous ceux qui écoutent, on va vous envoyer un email, je pense, faut qu'on fasse quelque chose. Le jeudi soir, ça va être dehors. Donc mettez des non. pulls. Ah, mais mettez des pulls et des doudounes alors, hein. Mais même 2 doudounes, hein. Voilà. Mais on fait une snow party en vrai, tu vois. Ok, non mais ça c'est super important de partager l'info, hein. Oh, faut qu'on le fasse. Ah ouais, parce Mais que voilà, là, mesdames, venez pas en mini-jupe ou mettez des collants qui vont bien. ok, très bien. Donc l'ouverture, la soirée VIP, donc il va faire froid, ça va être dehors. Et après, le vendredi, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Voilà. Donc là, le jeudi soir, il y a la soirée 19h pour ceux qui sont détenteurs d'un pass VIP, qui auront accès. Hasard du calendrier ou pure coïncidence, les États-Unis viennent tout juste d'annoncer un contrat de 7 milliards de dollars pour construire une méga fonderie dans le Tennessee. Une installation capable de traiter 1,1 million de tonnes de matières premières par an. Le projet est détenu à 40% par le département de la Défense et financé par JP Morgan. JP Morgan, cette banque qui se trouve justement avoir une position short massive sur l'argent physique depuis des années et qui cherche activement à s'approvisionner en métaux précieux. Intéressant, non? L'autre enjeu dont presque personne ne parle, c'est le pétrodollar. Depuis 1974, le pétrole vendu dans le monde est libellé en dollars américains. Tous les pays du monde, qu'ils soient alliés ou ennemis de Washington, sont plus ou moins obligés de détenir des dollars dans leurs réserves pour acheter leur énergie. Ça permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent en quantité phénoménale, pendant que le reste du monde doit travailler, produire, exporter pour en obtenir. C'est ce système qui finance les déficits américains, la dette colossale, les dépenses militaires, l'État-providence. Sans le pétrodollar, l'économie américaine telle qu'on la connaît s'effondre. Or, depuis 2018, le Venezuela a annoncé qu'il allait se libérer du dollar. Maduro a commencé à vendre son pétrole en yuan chinois, en euros, en roubles, en n'importe quelle devise, sauf des dollars. On voit clairement qu'il y a quelque chose de très négatif. On a l'impression qu'on est à un moment charnière de l'histoire. Est-ce que ça va dégénérer en guerre? Est-ce que l'économie va s'effondrer? Bref, vous m'avez compris, tout est présent pour que ça aille mal. Pourtant, la bourse explose, l'or explose, l'argent explose, les cryptos font moins bien, mais ça commence à monter. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, il y a des éléments sur lesquels vous pouvez avoir une emprise, il y a des éléments qui nous échappent et qui nous dépassent, d'accord? Et moi, j'ai pour principe de me focaliser sur ce que je peux influencer. Ce que je ne peux pas influencer, c'est pas de mon ressort. Après, on peut quand même dire, en conclusion, que c'est de l'impression monétaire. C'est les liquidités globales continuent d'augmenter. Ça en fait partie aussi, sauf que c'est pas hélicoptère money avec des trillions ou des centaines de milliards injectés qui vont aller dans les mains des particuliers. Pour l'instant, ça reste cantonné à des montants relativement modestes pour améliorer la liquidité court terme des banques. Donc, impression monétaire, oui, QE, non. Voilà un peu l'analyse qu'on pourrait faire pour l'instant. Et après, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ça, évidemment, ça pourra avoir des répercussions. On avait vu, on le verra un peu au niveau de l'analyse technique, historiquement parlant, quand on a eu une fin de QT sur 2019, il a fallu quand même un certain temps avant d'avoir un bottom sur les alts par rapport au dollar, parce qu'on pouvait encore avoir de la fluctuation par rapport au dollar et voir encore une baisse des alts par rapport au dollar. Par contre, ça va partir du moment où on a eu la fin du QT que les alts par rapport à BTC, normalement, avaient bottom. Est-ce que cette fois-ci, ça sera pareil? On verra et on le découvrira tous ensemble. Donc, méfiez-vous de la manière dont vous allez interpréter. Fin du mois, du coup, je crois que c'est le 28, on a le FOMC, du coup, qui, selon moi, je pense qu'ils ne vont pas couper les taux d'intérêt à moins que Trump décide de faire une dinguerie, encore mettre pression, etc. Mais je pense pas qu'on coupera les taux d'intérêt ce mois-ci, je pense qu'on restera en neutre. Et du coup, potentiellement, se taper 3-4 jours de baisse. Par la suite, annonce économique, etc. Et repartir à la hausse. Fait pas annonce économique, mais en tout cas c'est bullish, etc. Gouvernement potentiellement. Vous savez comment ça se passe la manipulation? En sachant que à l'heure où je vous parle, on a une crise au Venezuela. Et alors pour la faire très courte, le président du Venezuela est apparemment un dictateur. Les citoyens de ce pays-là sont quand même assez
convaincu de ce qui est en train de se passer. Et le problème, c'est que Trump dit comme quoi il va prendre soin du pays. Maintenant, on va attaquer enfin le contexte du Bitcoin et j'attaque directement avec ni plus ni moins que l'annuel. Donc, chaque bougie représente une année. Depuis le début de l'historique, on respectait un schéma très clair. Une année baissière, regardez ici, 3 années haussières, une année baissière, 3 années haussières, une année baissière. Et regardez ici, on a terminé avec 2 années baissières puisque 2025 a été baissier. C'est rouge sur mon graphique, donc c'est évident. Il faut faire avec. Donc maintenant que tout a changé avec 2025, ce schéma est donc terminé et plus vite on va l'accepter, plus vite on ira dans le bon sens. Donc on ne peut plus se baser dessus. Cela veut dire que désormais il va falloir analyser finement les unités de temps inférieures, notamment le trimestriel et le mensuel, pour comprendre le contexte. En même temps que cette clôture annuelle, nous avons eu toutes les autres clôtures jusqu'à la minute, instantanément. Sur Bitcoin, c'est pas une dynamique baissière ici en mensuel par exemple. En mensuel, on peut noter que Bitcoin est toujours dans une dynamique haussière, il peut essayer de faire un creux ascendant et lui d'aller faire un nouvel ATH. Ce qui confirmerait une dynamique baissière sur Bitcoin, c'est un rejet dans ce fair value gap mensuel et la cassure de ce creux. À ce moment-là, on confirmerait bel et bien qu'on est dans une dynamique baissière sur Bitcoin et une dynamique baissière sur Bitcoin, c'est ni plus ni moins qu'un bear market. Je sais pas encore si on est en bear market, factuellement, on n'y est pas en bear market. D'un point de vue technique, il faut bien le comprendre. En weekly, c'est différent puisqu'en weekly, on a une structure et une dynamique baissière ici qui s'est initiée depuis la cassure de ce creux qui est un breaker et ça peut être une zone de retravail sachant qu'on a également un breaker ici et donc moi je ne serais pas étonné de voir Bitcoin venir retravailler ce breaker et là on sera fixé sur est-ce que Bitcoin peut repartir vraiment à la hausse ou s'il se fera rejeter par son breaker hebdomadaire et sa zone de fair value gap en mensuel. C'est pour ça que ça sera une énorme zone de résistance, à peu près on va dire les 101 000 $, quelque chose comme ça si jamais on y vient. Et du coup, ici, on a les crypto stocks qui, eux aussi, sont pour l'instant sur du mensuel, toujours dans une dynamique haussière. On est venu légèrement sous ce creux, mais rien de très grave. En échelle hebdomadaire, c'est différent. On a une structure baissière ici qui s'est formée. Et là, on a un gros décalage baissier. Donc, dans l'idée, serait de se dire que sur les crypto stocks, on va revenir retravailler ce déséquilibre qu'on a formé au mois d'octobre. Donc, ce qui pourrait justement favoriser encore une poursuite de ce rebond. Je dis pas qu'on va continuer de push, j'en sais rien, mais c'est ce qui pourrait être favorable. Sur Ether, par exemple, vous voyez qu'on était dans une tendance quand même baissière assez forte. C'est pour ça que j'ai ici matérialisé un canal baissier. Canal baissier qu'on peut reproduire depuis le mois de septembre. Et là, on est en train de travailler la borne haute. Donc, pourquoi pas d'euphorie? Parce que déjà, Bitcoin, on voit qu'on est ici sur les 94 000. C'est un point haut qu'on avait déjà marqué en fin d'année. Et sur l'Ether, c'est tout simplement la borne haute de ce canal qu'il faudra passer au-dessus des 3400, s'installer au-dessus et faire des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Alors, à court terme, on va dire que la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a des plus bas de plus en plus haut et qu'on est peut-être aussi de mettre on est peut-être en train aussi de mettre un terme à ces plus bas, de plus en plus bas, qui matérialisent une tendance baissière. Donc ça, c'est une première bonne chose. On a eu aussi, donc une deuxième bonne chose plutôt, on va dire. Mais troisième chose, on est en train de repasser la MM50 Daily. Alors, MM50 Daily, c'est pas parce qu'on passe la MM50 Daily que ça y est, c'est un signal... Quand on regarde ici avec la 50 SMA, ce qui se produit, même quand on rentre en bear market, on fait un pullback et on va retourner la toucher, à minima, pour être rejeté si on est bien en bear market. Et pour faire ce pullback, on devrait retourner dans la zone des 100 000 à 105 000 $. Si vous êtes assidu sur ma chaîne, je vous en ai déjà parlé, vous le savez. Et donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Pour repartir dans une tendance haussière et qu'on confirme une continuation du cycle, un cycle étendu dans ce cas-là jusqu'en 2026, il faudrait passer au-dessus des 105 000 $. Donc là, vous comprenez un peu ce qui se joue. Si vous voulez sortir prochainement, ça pourrait être sur les prochaines semaines. On est toujours dans une zone qu'on appelle premium. Ça veut dire qu'on est au-dessus des 50% de Fibonacci. Tout ce qui est au-dessus, c'est zone premium. Tout ce qui est en dessous, on va appeler ça une zone discount. C'est pas cher par rapport à un grand mouvement baissier. Un grand mouvement haussier, excusez-moi, de long terme, il faut repasser en dessous des 50 pour vraiment entrer dans une zone d'achat long terme intéressant. Donc, chose qui n'a pas encore été faite. Ou même si on est pile dessus, d'ailleurs, c'est un bon niveau d'achat. D'ailleurs, vous pouvez voir que si jamais on devait casser les 0,38,2, prendre un peu le temps et aller rechercher les 0,5 au niveau des 70 000 $, si en plus on arrive dans cette période-là, on serait également
sur le support de cette grosse trendline haussière. Donc, niveau d'intéressant, premier niveau, long terme intéressant à revenir chercher. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.